Histoire ennuyeuse pour s'endormir. Comment Hestia gardait le feu du foyer pendant que tous les autres étaient en guerre? Salut à tous, ce soir on s'éloigne des éclairs et des bains de sang, des serpents qui se tordent et des prophéties hurlées. Ce soir, on va quelque part de plus calme. Imaginez ceci. La ville dehors est chaotique et de chars qui claquent. Des citoyens qui crient à propos des taxes ou des oracles esmés, vous êtes à l'intérieur, agenouillés à côté d'un feu qui couve. Il fait chaud, doux, un peu enfumé. Une marmite chante doucement sur les braises. Vous avez le temps. Et personne ne vous demande de conquérir une cité. C'est ce genre d'espace que régnait Hestia. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonnerez seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi, d'où dans le monde écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous? Maintenant, tamisez la lumière, allumez peu, être un ventilateur pour un léger fond sonore et glissons ensemble dans le voyage de ce soir. Vous arrivez dans la Grèce antique non pas comme un héros, ni comme un demi-dieu, mais comme quelqu'un chargé de la tâche la plus sacrée et la plus négligée de la cité. Entretenir la flamme. Pas n'importe quel feu, attention, mais le feu foyer d'Hestia. Il ne crépite pas de magie, ni n'explose en spectacle divin. Il brûle, de manière constante, fiable, comme une grand-mère trop occupée à éplucher de l'ail pour se soucier de la politique. Dans un panthéon rempli de chaos, Hestia est celle qui reste. Tandis que Zeus lance des éclairs de justice et qu'Héra gère des catastrophes conjugales, souvent les siennes, Hestia est à la maison, littéralement. Elle est la maison. Le foyer lui-même, elle est le centre chaleureux autour duquel la vie gravite temple, cuisine, cité. On priait Hestia avant chaque repas, chaque sacrifice, chaque voyage. Car sans chaleur ni nourriture, qu'est-ce que la civilisation? Une convention de toge dans la boue? Vous avancez dans une modeste maison d'Athénérien de luxueux, mais le foyer est impeccable, toujours. Une fille peut être 10 ans, balaie soigneusement les cendres avec une brosse en osier, marmonnant une petite prière. C'est pour Hestia. Elle ne réclame pas de temple doré, ni d'offrandes luxueuses. Elle demande de la présence, du rituel, que la flamme soit maintenue. Les historiens classiques vous diront qu'elle fut la première-née de Cronos et Rhea avalée, entière puis recrachée, comme c'est courant dans les dynamiques familiales grecques. Mais voici le twist. Elle fut aussi la première à être mangée et la dernière à sortir. Ça fait beaucoup de temps dans un estomac, et ça se voit. Hestia est ressortie calme, introspective, sans envie de remuer les choses. Elle a refusé des demandes en mariage de Poséidon et d'Apollon, ce qui mérite honnêtement une mini-série Netflix à elle seule. Alors que les autres recherchaient un royaume Poséidon la mer, Déméter les moissons Hestia demanda une place centrale dans chaque foyer, et elle l'obtint. Pas de trône, pas de char doré, juste le cercle intérieur, le noyau sans glamour. Vous arrivez maintenant dans une polisune petite cité, État. En son centre se dresse le Prytanée, le foyer civique. Ce feu appartient aussi à Hestia. Symboliquement, il est la cité. Si la flamme s'éteint, c'est une crise, comme si le maire démissionnait au beau milieu d'un festival. Toute la ville s'agiterait pour la rallumer, souvent à partir d'un autre foyer sacré, proche car on ne pouvait pas simplement gratter un silex et dire « Oups, nouveau feu ». La continuité comptait. Les historiens débattent encore pour savoir si son culte était vraiment public, comme celui de Zeus ou d'Athéna. Certains disent qu'elle était plutôt une figure domestiquée littéralement. D'autres insistent sur son influence discrète dans les rituels d'État. Peut être les deux. Peut être que c'était justement ça, l'essentiel. Et pourtant, malgré son omniprésence, elle n'apparaît jamais dans ces mythes pleins de drames. Pas de combat à l'épée, pas de monstre terrassé. Vous ne verrez jamais Hestia trancher la tête de Méduse, ni transformer des amants en arbres. Elle n'est jamais la cause d'un cygne amoureux ou d'un âne aux grandes oreilles. Son CV mythologique, radicalement vide. Et c'est presque admirable. Un petit détail linguistique amusant, son nom partage une racine avec le mot grec pour hôtel et demeure. Linguistiquement, elle est l'acte de s'installer, de rester en place. Imaginez être tellement central que votre nom devient synonyme d'immobilier. Alors que la nuit tombe sur les collines, vous êtes assis avec une famille à Delphes.
Le père revient du moulin à olives, les mains tachées, la voix rugueuse. Mais il s'agenouille d'abord devant le feu. Il y jette une pincée d'orge. Pas pour Zeus, pas pour Artémis, pour Hestia. Il ne dit même pas son nom, il n'en a pas besoin. C'est le genre de déesse qui vit dans le non-dit. Vous commencez à remarquer sa présence partout. Chaque fois que quelqu'un remue un ragoût, chaque silence au cœur d'une dispute qui signifie quelque chose de plus profond, chaque instant où un foyer semble sûr, c'est elle. Pas bruyante, pas tape, à l'œil, mais inévitable. Et il y a un charme lent à cela. Ce n'est pas un culte qu'on gagne. C'est un respect qu'on mérite chaque fois que la flamme reste allumée toute la nuit. Chaque fois que quelqu'un murmure un espoir dans la vapeur qui monte de son pain. Alors que Héraclès lutte contre des dieux fleuves et qu'Ulysse se fait manipuler émotionnellement par des nymphes marines, vous êtes simplement là, avec Hestia, à garder les braises chaudes, à veiller à ce qu'il reste un centre vers lequel tout le monde peut revenir. Et c'est là que nous vous laissons pour l'instant. Pas dans la bataille, pas dans la gloire, mais avec une flamme stable et l'odeur de quelque chose qui cuit. Alors, la flamme reste allumée. Tu es toujours là en arrière-plan de la vie antique observant le monde s'effondrer ou s'agiter pendant qu'Hestia demeure imperturbable. Elle n'est plus seulement la déesse du foyer, elle est la déesse de ceux qui ne font pas d'histoire. Et dans une culture qui mythologisait le drame comme s'il s'agissait d'un sport olympique, ça veut dire quelque chose. Tu flânes à travers l'agitation d'un festival panhellénique peut être les jeux pythiques à Delphes. Des acrobates virevoltent dans des nuages de poussière, des poètes crient leurs hexamètres les uns par-dessus les autres, et des lutteurs en sueur essaient de ne pas se casser un bras devant le temple d'Apollon. Mais, près des étals de nourriture, quelqu'un fait rôtir des pois chiches, et un autre verse du vin au miel dans une petite flamme avant de dresser sa table. Tu remarques, Hestia encore, elle n'est jamais la raison pour laquelle on vient, mais elle est la raison pour laquelle tout fonctionne. Les cérémonies religieuses en Grèce antique, Hestia venait toujours en premier. Avant de sacrifier à Athéna, à Hermès, même Azusan faisait une offrande à Hestia. Une petite libation, une pincée de grain. C'est comme dire « Excusez-moi, puis-je déranger le divin ?» Elle est le paillasson et le seuil. On pourrait penser qu'elle se lasserait d'être toujours la première mais ignorée. Mais non, pas de tonnerre, pas de vengeance flamboyante. Juste une chaleur constante et une légère odeur de fumée. Tu entres maintenant dans l'un de ces temples somptueux, genre que les touristes auraient posté sur Instagram si ça avait existé en 700 avant JC. En son centre, un autel. Devine ce qui y brûle? Oui, le feu sacré d'Hestia. Pas de statue d'elle ici. Elle n'était pas portée sur les statues. En fait, la plupart de ces représentations ne sont que des flammes. Ou parfois une femme modeste, voilée, les mains jointes. Si elle jouait dans une pièce scolaire, on lui donnerait le rôle de l'arbre digne. Et pourtant, il y a une puissance indéniable dans cette retenue. Réfléchis, la plupart des dieux exigeaient du drame, des offrandes, du sang, du drame autour du sang. Hestia, elle exigeait la continuité. Le feu brûle, la nourriture cuit, les gens vivent. Le fait que personne ne meure en hurlant, c'est littéralement sa mission. Retour au Prytanéel, bâtiment du foyer civique. Presque toutes les cités grecques en avaient un. Imagine un hôtel de ville avec moins de bustes en marbre et plus de fumée. La flamme dans ce bâtiment représentait toute la communauté. Si ta ville était conquise ou s'effondrait, la première chose que faisaient les survivants. Ils emportaient une flamme de l'ancien foyer vers le nouveau, souvent dans une petite lampe en céramique. C'est un peu comme emporter ta box Wi-Fi quand tu déménages, sauf que la Wi-Fi est sacrée et légèrement inflammable. Petit détail charmant, il existe des traces d'épouses emportant des braises du foyer parental pour allumer celui de leur nouvelle maison. Une continuité symbolique littérale. Pas juste « ma mère m'a donné ce plat à gratin », mais « j'ai épousé cette maison ». Et maintenant Hestia y vit aussi. C'est étrangement touchant et un peu effrayant si tu ne sais pas allumer un feu. Et c'est là que les choses deviennent discrètement fascinantes. Hestia n'était pas spectaculaire, mais elle était indispensable. On ne pouvait pas ne pas la reconnaître. Les cités qui tentaient de l'ignorer pour privilégier des dieux de guerre ou des patrons tapes, à l'œil disons que leur fête semblait plus froide. Pas maudite, juste incomplète. Comme une soirée sans encas. Les historiens débattent encore. Le rôle d'Hestia était-il surtout religieux ou civique? Était-elle vraiment une déesse de l'unité publique
ou seulement de l'ordre domestique étendu par commodité? Les archives ne sont pas claires. Mais sa présence dans les rituels d'État laisse entendre quelque chose de plus profond. Elle ne faisait pas que réchauffer la soupile, réchauffer la société. Tous les autres s'intéressaient à ce qui se passait dehors, elle à ce qui se passait dedans. Tu t'installes maintenant dans la cuisine d'un foyer de classe moyenne à Corinthe. L'huile d'olive brille dans une lampe en argile. Une mère jette des herbes dans un ragoût. Un enfant fredonne en moulant de l'orge. Le père rallume la flamme centrale après la tombée du jour. Et rien de tout cela n'est officiellement religieux. Mais tout est Hestia. Chaque acte doux de soin et de nourriture. Chaque refus de sombrer dans le chaos. Voici le pouvoir secret dont personne ne parle. Sans Hestia, les mythes ne peuvent même pas commencer. On ne peut pas faire de sacrifice sans foyer. On ne peut pas manger. On ne peut pas sanctifier. Même ces somptueux banquets olympiques, quelqu'un devait garder le feu allumé. C'était un miracle logistique déguisé en domesticité. Et ça, c'est Hestia. Bien sûr, elle n'a pas eu sa figurine articulée. Mais elle a eu la confiance. Pas par peur, mais par familiarité. Tu ne vénères pas ton four, mais tu comptes sur lui. Et dans la Grèce antique, tu le priais littéralement aussi. Bienvenue dans le culte de la sacralité fonctionnelle. Et oui, parfois, il y avait des fêtes publiques. Les Grecs savaient transformer n'importe quoi en excuse pour porter des guirlandes et boire du lait de chèvre fermenté. Mais les rituels d'Hestia étaient calmes, continus, enfouis dans le quotidien. Tu n'avais pas besoin de sortir pour la trouver. Il suffisait de rester à l'intérieur. Ce qui faisait d'elle la déesse la moins portable de toutes. Poséidon avait les océans. Artémie avait les forêts. Hermès avait les routes. Hestia avait l'intérieur d'une hutte en argile avec des traces de fumée au plafond. Glorieux. Mais oh, les choses qui se passaient autour de cette flamme. Les mariages commençaient. Les disputes se terminaient. Les histoires se racontaient. Le pain cuisait. Tu es là maintenant, regardant une grand-mère raconter à son petit-fils l'histoire de Prométhée à la lumière du foyer. Elle omet le passage du foie dévoré. Mais l'éclat dans les yeux de l'enfant, c'est Hestia aussi. Alors, ce soir, tu ne pars pas à la guerre. Tu remplis l'huile. Tu remues la soupe. Tu murmures un nom qui n'est pas fait pour résonner. Et pourtant elle t'entend. Le feu ne s'est pas éteint. Tu es toujours là, et elle aussi jamais au centre de l'attention, mais toujours au centre de la pièce. Hestia, déesse du foyer, reine de la modestie, maîtresse de ce carré chaud de briques que tout le monde enjambait en chemin vers la grandeur. Et maintenant tu commences à voir le génie là, dedans. Tu t'installes près d'une longue table de banquet à Thèbes, écoutant à moitié quelqu'un bavarder sur la dernière escarmouche d'Arès. Entre le 5e et le 7e plat, il y a un toast, pas à la victoire, pas à la vengeance, à Hestia, en premier et en dernier, toujours. C'est cérémoniel bien sûr, mais étrangement sincère aussi, car pendant que les autres dieux réclament les projecteurs, Hestia apparaît en silence, et ne part jamais. Tu dérives maintenant jusqu'au mont Olympépa, la vraie montagne, mais la version dorée du mythe. On pourrait croire qu'un lieu aussi divin ne serait que foudre, plume d'aigle et regard vaguement jugeant. Mais non. En plein centre, il y a un foyer, le siège d'Hestia. Sauf qu'elle l'a cédé. C'est ça l'histoire. Quand Dionysos est né un retard à la fête olympienne et plutôt enclin à casser des choses-îles, il n'y avait pas de trône libre autour de la table. Alors Hestia s'est levée, juste comme ça, sans drame, sans coup de tonnerre. Elle s'est écartée pour faire de la place, a choisi le feu plutôt que le siège. Elle préférait la paix au rang. Et ça, ironiquement, l'a rendue plus puissante. Tu abandonnes quelque chose, et tout le monde réalise soudain sa valeur. C'est comme offrir ton chargeur pendant une panne de courant tu devient instantanément la personne la plus importante de la pièce. Les historiens débattent encore de ce symbole. Ce trône était-il réel, une métaphore, un commentaire sur la vertu féminine dans un panthéon patriarcal, ou juste une commodité mythologique pour faire de la place à un dieu du vin? Les érudits tournent en rond. Hestia, on imagine, s'en moquait bien. Tu suis sa trace discrète à travers les couloirs de marbre des temples qu'on remarque à peine sur les cartes touristiques. Les siens étaient petits. Non pas parce qu'elle était mineure, mais parce que son vrai temple était dans chaque foyer,
chaque feu, chaque lampe vacillante à chaque fenêtre du monde grec. Elle n'avait pas besoin de monument. Elle était le monument. Parlons des mariages. Non, pas des triangles amoureux scandaleux entre dieux multiples, juste des rituels simples et étonnamment bureaucratiques des unions grecques antiques. Chaque mariage commençait par une offrande à Hestia. Car à quoi bon un couple sans foyer partagé ? Avant la cérémonie, les épouses faisaient le tour du feu, liant symboliquement leur nouvelle vie à ce centre sacré. Et les funérailles ? Hestia encore. Elle n'était pas une déesse de la mort, mais le feu du foyer restait souvent allumé pendant le deuil. L'idée étant, la vie continue, la flamme persiste, même quand les gens ne sont plus là. Tu entres dans une cuisine sombre à Rhodes, une jeune veuve remue des lentilles. Personne d'autre ne parle, mais le feu est allumé. Elle murmure le nom d'Hestia non comme une prière, mais comme une reconnaissance. La chaleur n'est pas totalement partie, c'est suffisant. Voici une anecdote curieuse. Dans certaines zones rurales, on croyait que si la flamme du foyer vacillait étrangement, c'était qu'Hestia passait tout et était agacée. Peut être que quelqu'un avait manqué de respect à son rituel. Peut être que le ragoût manquait de sel. Peu importe, la superstition a tenu. La flamme était un être vivant, une extension d'elle. Tu t'appuies maintenant contre un mur de pierre fissuré près de Sparte, écoutant un groupe de femmes bavarder en pétrissant de la pâte. Personne ne dit son nom à voix haute, mais tu remarques le geste. Avant chaque pain enfourné, une empreinte de pouce est doucement pressée dans la pâte. La marque d'Hestia, une offrande discrète. L'un des 1000 gestes quotidiens qui l'inscrivaient dans la vie ordinaire. Et elle l'a choisi. C'est ça, le plus étonnant. Tous les autres dieux poursuivaient quelque chose eltonnaire, la guerre, le savoir, la lune. Hestia a choisi la simplicité. Elle n'a pas seulement refusé le mariage, elle a juré la virginité éternelle, ce qui, dans le langage mythique, signifie l'indépendance absolue. Elle n'était pas une propriété, pas infantilisée, pas embourbée dans les querelles futiles de ses frères et sœurs divins. Elle a simplement persisté. Il y a quelque chose de profondément moderne là, dedans. Une femme sans goût pour le drame, ne grimpant aucune hiérarchie, satisfaite d'un but silencieux. Elle n'était pas une guerrière, mais elle a survécu aux guerres. Elle ne dirigeait pas d'armée, mais les cités tournaient autour d'elle. Tu passes maintenant par un festival à Argos flûte, applaudissements, tambours en peau de chèvre un peu bizarrets, alors que Dionysos récolte les cris enflammés. Tu remarques le foyer au centre de la place. Allumé, entouré d'offrandes. Pas tape, à l'œil, mais pas oublié non plus. Même les philosophes revenaient toujours à elle. Platon et ses semblables évoquaient souvent le feu intérieur de l'âme. Métaphore ? Bien sûr. Mais quelle image revenait toujours lorsqu'il parlait de stabilité, de centre, de calme ? Un foyer, allumé, sacré et inébranlable. C'est assez ironique, en réalité. Les dieux étaient obsédés par la domination, par être vus, entendus, vénérés en chœur. Mais Hestia, c'est celle dont il ne pouvait pas se passer. Si on l'oublie, la nourriture ne cuit pas, la prière ne compte pas, le foyer ne tient pas. Et ainsi, tu reviens une fois de plus non pas sur un champ de bataille, ni dans un palais, mais dans une pièce pas plus large qu'une étable. Le sol est irrégulier, le four en argile penche légèrement. Mais le feu brûle, la famille est réunie, et quelqu'un, quelque part, pense à prononcer son nom, ou peut, être pas, peu importe. Elle est déjà là. La flamme vacille maintenant pas parce que tu as oublié, mais parce que le temps avance. Tu sors de la Grèce et entres dans quelque chose qui ressemble à Rome. De nouvelles toges, de nouveaux dieux, mais la même lueur douce au centre. Le nom d'Hestia Changelle devient Vesta. Nouvelle langue, même rôle. Ce foyer éternel, toujours allumé, toujours sacré. Mais cette fois, il est gardé. Tu te promènes dans la maison des Vestales, nichée derrière le forum de Rome. C'est calme ici, même si la ville gronde au-delà des murs. Les colonnes de marbre s'élèvent comme des arbres pétrifiés. Le sanctuaire intérieur sent légèrement la cendre et la violette. Et là, dans le temple circulaire de Vesta, le feu, toujours allumé, toujours. Mais ce n'est plus seulement symbolique, c'est devenu institutionnel.
6 prêtresses vestales entretiennent la flamme, choisies dès l'enfance, liées par un serment de chasteté, de rituel et de solitude pendant 30 ans. Rompre ce vœu? La punition n'est pas qu'une rumeur. C'est être enterré vivant dans une tombe, avec une miche de pain et une lampe. Oui, vraiment. Rome ne plaisantait pas avec le feu sacré. Tu suis l'une d'elles maintenant, pieds nus sur le sol en mosaïque, un fagot de brindilles dans les bras. Elle allume l'amadou comme une prière lentement, délibérément. La porte du temple grince. Dehors, les soldats crient et les pièces résonnent. Dedans, silence. Celui qu'Hestia aurait approuvé. Les historiens romains Classic State Live, plus tard qu'eux, ont consigné les rituels avec minutie. Chaque geste des Vestales était réglementé. Leur existence, un mélange de révérence et de répression. Vénérées comme des demi-déesses, surveillées comme des prisonnières. Une tension étrange, divine par l'obéissance. Tu regardes les registres officiels. L'État considérait le feu du foyer comme essentiel. S'il s'éteignait, c'était un présage de malheur. Les empires pouvaient s'élever ou s'effondrer sur le caprice d'une flamme vacillante. Certes, la plupart des empires se sont effondrés quand même, mais tout de même. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Parce que même les flammes sacrées, une fois liées aux institutions, deviennent finalement bureaucratiques. À mesure que Rome évolue empereur, invasion, scissions là, révérence s'érode. La dernière Vestale connue est renvoyée à la fin du IVe siècle de notre ère, après que l'empereur Théodose interdit les cultes païens. La flamme, après des siècles, est éteinte. Et pourtant, d'une certaine manière, elle est restée. Tu la retrouves maintenant dans les cuisines médiévales et baptisées, oubliées, mais présentes. Une nonne surveille une marmite dans une abeille et se signe devant le feu. Une paysanne murmure une comptine en balayant les cendres. Une bougie est allumée à la fenêtre quand quelqu'un meurt. Ce ne sont pas juste des habitudes, ce sont des échos. Les historiens débattent encore. Ces pratiques populaires viennent-elles réellement d'Hestia, Vesta, ou sont-elles de simples coïncidences domestiques? Mais si tu regardes de près, le rythme est le même. La révérence, la répétition, la croyance que le feu est plus qu'une chaleur, qu'il contient quelque chose. Même aujourd'hui pense à ça. La bougie sur un gâteau d'anniversaire, la flamme éternelle sur un mémorial de guerre, les veillées aux chandelles. Le feu marque toujours ce qui compte. Tu es maintenant assis dans une cuisine d'appartement moderne. Le gaz cliquette doucement, une bouilloire siffle. Quelqu'un est penché sur le comptoir, faisant défiler son téléphone tout en remuant distraitement une soupe. Dehors, la ville pulse en néon. Dedans, une petite lueur, Hestia sans son nom. Et d'une certaine manière, c'est parfait. Elle n'a jamais cherché la gloire. Elle était la présence. Ce qui reste quand tout le reste ne tient plus. Alors tu dérives une dernière fois de retour en Grèce antique, là où tout a commencé. Tu t'agenouilles près d'un foyer ancien dans une maison depuis longtemps effondrée. Les pierres sont fissurées. L'autel n'existe plus. Mais la suie est là, une empreinte dans la cendre. Un rappel. Le feu était ici. Et pendant très très longtemps cela a suffi. Alors, maintenant, alors que les braises s'éteignent et que le bruit du monde s'estompe derrière ta porte fermée, tu le ressens, cette chaleur. Elle n'est pas bruyante, elle ne demande rien. Mais elle est là, constante, familière, comme le souffle ou les battements du cœur ou le doux silence de la nuit. Tu n'es plus dans un mythe, ni dans un temple, ni dans une cité antique animée. Tu es simplement ici, peu importe où cela se trouve pour toi ce soir. Peut être que la pièce est sombre, sauf une lumière faible dans le couloir. Peut être que tu entends le tic-tac d'une vieille horloge ou le grondement lointain de la circulation. Peu importe. Parce que l'histoire d'Hestia ne parle pas que d'histoire, elle parle du miracle ordinaire qu'est le foyer. Elle te rappelle que le centre n'a pas toujours besoin de briller. Parfois, il doit simplement rester. Rester allumé, rester calme, rester bon. Dans la précipitation des ambitions et des distractions, dans le chaos de l'actualité, des courses et des milliers d'onglets ouverts Hestia ne demandent rien d'autre qu'une pause. Un instant de présence, un souffle près de la flamme. Et ainsi, alors que tes pensées s'apaisent et que tes yeux commencent à se fermer, il ne te reste que cette image, un feu tranquille,
bien protégé derrière la pierre, réchauffant un espace trop modeste pour figurer dans les récits de Smé trop importants pour être oubliés. Laisse-le brûler, doucement, lentement, jusqu'au matin.